Dans les dernières années, on a vu des discours et même des événements qui sont de plus en plus radicaux, qui prennent place autour de nous, notamment aux États-Unis. Et même, il y a des experts et des personnes autour de nous qui les qualifient de fascistes. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces propos-là? Est-ce qu'on les croit? Est-ce qu'ils ont raison qu'il existe que c'est du fascisme? Bien, avant de s'attaquer à la question, on va définir vraiment ça veut dire quoi le fascisme selon les études qu'on a vues et les auteurs qui en ont fait part. Donc, le fascisme peut être défini de la manière suivante. La haine de la démocratie qui se manifeste par le patriotisme et le nationalisme extrême, avec une méfiance irrationnelle de certains groupes marginalisés ou communautés, comme la communauté LGBTQ, les Latinos, les Arabes et même d'autres communautés. Donc, par conséquent, la nation est idéalisée. À quoi est-ce que ça ressemblait si ces groupes-là, qu'on traite de boucs émissaires de notre misère, à quoi ça ressemblerait s'ils n'étaient pas là? Bien concrètement, c'est ainsi qu'on justifie et on prône des méthodes de purification raciale et même l'homogénéité religieuse. Mais non seulement, cette volonté d'uniformité démographique, elle est représentée par une glorification de la violence et de la guerre en réponse à une crise de la démocratie libérale. On va venir voir la situation des États-Unis au niveau économique, marquée par des inégalités et même de l'insécurité. Donc, depuis certaines années, l'économie américaine actuelle est marquée par une concentration de la richesse sans précédent. Depuis 1989, on n'a jamais vu des inégalités autant hautes. En effet, 0,1% de la population américaine détient 12,6% des actifs. Et ça, ce que ça amène, c'est un certain sentiment d'abandon dans certaines régions et chez certaines personnes. Parce que quand certains sentent une stagnation économique, donc leur salaire ne monte pas, mais le coût de la vie monte, comme le logement et l'alimentation, tandis qu'ils voient d'autres qui prospèrent économiquement, on sent une certaine division au niveau eux contre nous. Ce qui peut amener une certaine anxiété économique, même pour des personnes qui ne sont pas encore en situation de précarité, autant économique que sociale. Fait qu'on commence à avoir peur. Et si c'est moi le prochain qui n'a pas de logement? Et si c'est moi le prochain qui ne peut pas manger? Donc, ça amène une certaine polarisation et même une certaine anxiété économique, autant chez ceux qui sont déjà en situation de précarité que ceux qui ne le sont pas. Tous ces facteurs économiques-là peuvent amener certaines personnes, autant ceux qui sont déjà vulnérables à ceux qui ont peur de l'être, à commencer à développer une anxiété économique et à essayer de trouver des personnes qui blâmer. Donc, c'est à cause de ça que sur les réseaux sociaux, de plus en plus, on voit des personnes blâmer certaines communautés marginalisées pour leurs troubles économiques. Concrètement, ce que ça peut amener, c'est que autant des opposants politiques que des communautés comme la communauté LGBTQ peuvent être blâmés parce qu'on ne peut pas payer le loyer. Ce que ça peut amener, c'est une polarisation qui peut éventuellement entraîner des situations de violence politique comme l'insurrection du Capitole en 2021 et l'assassinat de Charlie Kirk, qui est un événement assez récent dans lequel on a assassiné un commentateur politique pour ses vues et ses opinions politiques. Passons maintenant aux enjeux sociaux. Dans les dernières années, la gestion de l'immigration et des minorités ethniques fait grandement polémique aux États-Unis. En 2016, seulement 3 jours après son arrivée au pouvoir, Donald Trump a mis en place un décret présidentiel communément appelé le Muslim Ban. Celui-ci visait à mettre en place un registre des individus provenant de 7 pays musulmans. Plus récemment, c'est ICE qui retient l'attention. En septembre 2025, Brett Kavanaugh, un juge à la Cour suprême des États-Unis, a tranché qu'il était légitime pour un agent de l'Immigration and Customs Enforcement d'arrêter ou de détenir un individu sous le seul fait de son ethnie, de son apparence ou de sa langue. À la suite de cette mesure, et depuis le retour de M. Trump au pouvoir, les arrestations et le budget de ICE se sont multipliés. Depuis le retour de M. Trump au pouvoir en 2026, les arrestations ont augmenté de 40%. En plus des enjeux économiques et d'immigration, on sait qu'il y a d'autres groupes sociaux qui peuvent être un peu en péril quand on a un gouvernement qui va être de droite politique, surtout de façon morale. Parce que la droite politique morale tend vers des valeurs plus traditionnelles qui prônent la stabilité et la cohésion. À ce moment-là, les gens qui sont plus nouveaux, encore incompris, tendent à être une problématique pour les gens qui adhèrent à ce style d'idéologie. La communauté, du moins LGBTQ, peut alors être une victime de cette espèce de mouvement, cette idéologie-là de stabilité puis de tradition. On peut observer l'exemple, par exemple, des transgenres dans l'armée, parce qu'on sait que Donald Trump, à son arrivée au pouvoir en 2024, a passé un décret qui visait à exclure les transgenres de l'armée. À ce moment-là, il y a environ 1000 personnes transgenres qui ont été retirées de l'armée sous prétexte qu'ils ne se conformaient pas aux normes physiques et mentales. En fait, les transgenres étaient donc vus comme problématiques et incapables de servir le pays, ce qui est évidemment un enjeu majeur socialement.
Sinon, il y a un autre enjeu au niveau des femmes. On sait que l'avortement, c'est quand même un sujet qui revient de l'avant dans les dernières années, puis les États-Unis ne font pas exclusion. Donc, on sait que depuis que Trump est revenu au pouvoir, il a réinstauré 3 juges qui étaient ouvertement anti-avortement. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, me direz-vous? Bien, évidemment, ça peut porter entrave aux libertés individuelles et corporelles des femmes, parce que les femmes ont plus la capacité de choisir ce qu'elles font de leur propre corps, et donc, ça peut être un problème, du moins, selon la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, c'est sûr qu'on a vu, depuis que Trump est revenu au pouvoir, une augmentation des femmes qui vont dans des cliniques pour avoir, par exemple, des stérilets, parce que la peur a augmenté considérablement. L'avortement est rendu beaucoup plus difficile dans plusieurs États, et donc, il y a un certain danger à ce niveau-là pour les femmes. On voit également une certaine similarité entre les électeurs aux États-Unis puis en Allemagne. Donc, les gens qui ont voté pour Donald Trump en 2024, c'était des hommes protestants blancs. On voit exactement la même tendance au niveau des statistiques en Allemagne. Donc, c'était également une majorité d'hommes protestants blancs. Il existe aussi des comparaisons à faire entre Adolf Hitler et Donald Trump, et notamment au niveau du discours politique qui repose sur l'intimidation des minorités, le fait de ne pas correspondre à l'idéal ethnique ou religieux, et l'encouragement de la brutalité policière. De plus, l'agence ICE, par ses méthodes de répression migratoire et ses budgets massifs, est parfois comparée à la SS dans sa fonction de bras armé contre les populations jugées indésirables par le pouvoir en place. Afin de valider nos recherches, on est entré en contact avec Raphaël Jacob, un expert à la chaire Raoul Dandurand, spécialiste en politique américaine. On lui a posé quelques questions à propos du fascisme et du contexte politique états-unien, puis je vous laisse écouter la raison pour laquelle il ne croit pas que les États-Unis sont fascistes actuellement. J'ai maintenant assez d'expérience pour te dire, pour te recenser que depuis des décennies, très souvent, trop souvent, il y a des comparaisons faciles qui sont faites à Adolf Hitler. Puis en fait, la politique américaine, je suis ça vraiment depuis l'ère de Clinton, George W. Bush, dans les années 2000. Chaque président américain, sans exception, s'est vu depuis ce temps-là attaqué par certains, pour tous, certains critiques comme étant l'autre Adolf Hitler. Donc, malgré une piètre qualité de son, ce que M. Jacob essaie de nous expliquer, c'est que dans le contexte de la polarisation politique états-unienne, à chaque fois qu'un président fait quelque chose que l'opposition n'est pas d'accord avec, on est très très rapide à sauter directement au fascisme au lieu d'être plus nuancé dans nos propos. Plus tard dans l'entrevue, M. Jacob ajoute que le flou autour de la définition du fascisme lui met un frein à employer ce terme. Ainsi, il est plus nuancé dans ses propos. Il affirme plutôt craindre une dérive autoritaire. Finalement, notre intention, c'est pas de crier aux fascistes, mais c'est de vous inciter à faire des recherches, à nuancer ce que vous voyez, puis à vous informer parce qu'on n'est jamais à l'abri des tragédies du passé.